Imaginons la situation une seconde. Les indicateurs macroéconomiques clignotent au vert vif. Les institutions financières internationales applaudissent à tout rompre. Et les coffres de la Banque centrale affichent des milliards de dollars de réserves. Le fameux contraste. Voilà, exactement. Parce qu'en parallèle, quand il s'agit d'aller acheter une simple miche de pain à la boutique du quartier ou de payer le taxi-moto, les poches sont désespérément vides. C'est ça. Les guichets automatiques sont hors service. Ah oui, et les agents de transfert d'argent n'ont plus un seul billet à donner. C'est vraiment ce paradoxe vertigineux que vit la Guinée en ce mois de mars 2026. Un paradoxe qui est en fait très révélateur. Tout à fait. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle exploration d'Essentiel Express, notre format dédié à l'analyse en profondeur de l'actualité. Notre mission aujourd'hui pour notre public, c'est de décrypter cette nation ouest-africaine en pleine ébullition. Une nation prise en étau, disons-le, entre des ambitions astronomiques et les réalités têtues du quotidien. Exactement. C'est un grand écart permanent. C'est un tableau clinique fascinant, tu sais. Ça illustre parfaitement les douleurs de croissance d'un État en pleine mutation. Le contexte actuel est particulièrement chargé. Surtout qu'on sort à peine de l'élection présidentielle de décembre 2025. Effectivement. Le pays aurait pu entrer dans une phase de latence, de repos institutionnel, mais c'est tout l'inverse qui se produit. Ah ça, le repos, ce n'est pas pour tout de suite. Pas du tout. L'État guinéen est déjà projeté vers de nouvelles échéances électorales déterminantes, tout en gérant de front la structuration de la très haute finance internationale et les urgences brûlantes des marchés locaux. Et pour bien saisir la direction que prend le pays, il faut absolument poser les bases. C'est-à-dire regarder la fondation politique qui vient tout juste d'être coulée. La fameuse présidentielle du 28 décembre. Exactement. Faisons un petit pas en arrière. À la suite de l'adoption de la nouvelle constitution en septembre 2025, le général Mamadi Doumbouya s'est présenté en tant que candidat indépendant. Et le résultat a été pour le moins massif. C'est le mot. Une victoire dès le premier tour avec 86,72% des voix. On parle ici de plus de 4,5 millions d'électeurs qui se sont exprimés, ce qui a ouvert la voie à son investiture le 17 janvier 2026. La machine institutionnelle s'est mise en marche très rapidement, oui. Mais pour garder une lecture nuancée, il faut quand même intégrer les voix discordantes. Bien sûr, l'unanimité n'existe pas en politique. Voilà, l'espace politique guinéen reste pluriel. Par exemple, le candidat arrivé en deuxième position, Abdoulaye Robaldé, qui était porté par la coalition Frondeg, a formellement contesté ses résultats. Avec un score de 6,59%, si je ne me trompe pas. C'est ça. Même si l'écart de voix est écrasant, cette contestation nous rappelle que la pluralité est là. Et c'est justement cette pluralité, parfois fragmentée, qui rend les prochaines étapes institutionnelles si délicates. Et ces étapes arrivent à pas du géant. Toute l'attention se tourne désormais vers la date du 24 mai 2026. Le fameux couplage des élections législatives et communales. Exactement. La Direction générale des élections, la DGE, est en plein préparatif. Mais il y a un détail technique, qui est loin d'en être un, honnêtement, qui retient l'attention. Tu parles de la caution, j'imagine, hein ? Absolument. La caution pour les élections communales a été fixée à 35 millions de francs guinéens. Avec, en plus, une fenêtre de dépôt de candidature hyper resserrée, du 20 au 29 mars. C'est un timing très agressif, effectivement. Mais arrêtons-nous là-dessus un instant. 35 millions de francs guinéens pour simplement avoir le droit de se présenter pour gérer une commune. Ça fait beaucoup d'argent pour le citoyen moyen. Ah oui. N'est-ce pas une barrière financière qui va d'office exclure les jeunes leaders de quartier au profit des grandes machines politiques ou des élites financières ? C'est le grand dilemme, en fait. D'un côté, fixer une caution aussi élevée agit comme un filtre drastique. La logique de la DGE, c'est probablement d'éviter les candidatures fantaisistes. De s'assurer qu'il y a du sérieux derrière. Voilà, que les listes en lice ont une véritable assise structurelle et financière pour battre campagne et par la suite gérer des budgets locaux. Je vois l'idée. Mais de l'autre côté, ton analyse est juste. Ça risque de verrouiller l'accès aux assemblées locales pour la société civile ou les acteurs indépendants qui n'ont pas de grands parrains fortunés. C'est clair, ça favorise la consolidation des grandes formations. Au détriment de petites dynamiques locales spontanées, tout à fait. Il y a un autre point marquant dans l'approche de la DGE. Actuellement, il déploie un programme intensif de formation pour les journalistes et les informaticiens. Ah oui, sur la désinformation. Exactement. Le thème central, ce n'est pas le code électoral. C'est la lutte contre la désinformation.
C'est quand même fascinant de voir à quel point ça obsède les autorités en ce moment. Ce n'est pas qu'une obsession, c'est une question de survie pour la paix sociale. Il faut bien comprendre la nature des élections communales en Afrique de l'Ouest. C'est très différent d'une présidentielle. Totalement. Une présidentielle se joue sur de grands clivages nationaux. Les communales, ça touche à l'hyper-proximité. C'est le contrôle du marché local, la gestion des terres du quartier, les rivalités entre familles. La tension est beaucoup plus épidermique. Absolument. Et dans ce terreau inflammable, la désinformation, c'est une étincelle redoutable. Un simple montage audio sur les réseaux sociaux. Ou un faux communiqué sur WhatsApp. Exactement. Un message affirmant qu'un camp s'apprête à frauder et une commune entière peut basculer dans la violence en quelques heures. La DGE a bien compris que sans un contrôle strict de l'information, ces élections locales pourraient déstabiliser tout le pays par la base. Et ça, le gouvernement veut l'éviter à tout prix, parce qu'il a besoin d'un calme plat absolu pour asseoir sa grande stratégie. C'est évident. La stabilité politique est le prérequis. Si on reprend mon analogie de la maison, la fondation présidentielle est posée, on monte les murs avec les communales. Et tout ça doit être solide pour soutenir le toit. Et le toit, c'est l'économie. Et quelle économie ? C'est là que ça devient fou. La consolidation politique trouve un écho international impressionnant. L'agence de notation Standard & Poor's vient de rendre son verdict. Et c'est une excellente nouvelle pour Conakry. La note souveraine est maintenue à B+, mais la perspective passe à positive. Pour ceux qui nous écoutent et qui suivent la finance, c'est un signal extrêmement rare et puissant envoyé aux marchés mondiaux. Un signal qui repose sur des bases documentées, des projections qui donnent le vertige. Ce satisfait est directement lié à la loi Plan 2026-2040, validée par le CNT. Le fameux programme Simandou 2040. Voilà. On parle de plus de 200 milliards de dollars d'investissement sur 15 ans, déclinés en 122 méga-projets. C'est colossal. Ce n'est pas juste creuser pour de la mine. Ce sont des chemins de fer, des ports en eau profonde, des infrastructures énergétiques. Conséquence logique, la macroéconomie s'emballe. Les projections anticipent une croissance de 10% par an entre 2026 et 2029. 10% de croissance. Oui. Et les recettes publiques en hausse de 46% dès 2025. Avec une dette maîtrisée à 36% du PIB et des réserves de change qui ont triplé pour atteindre 4,1 milliards de dollars. Attends, c'est précisément ici que notre introduction prend tout son sens. Voilà pour le papier glacé et les milliards. Mais sur le terrain, le 12 mars, le Conseil national des organisations de la société civile de Guinée, le CNOSCG, a tiré la sonnette d'alarme. La fameuse crise des liquidités. Oui. Leur communiqué décrit une situation critique. Les banques rationnent les retraits, les guichets sont vides. Même Orange Money et les opérateurs de mobile phone n'arrivent plus à donner du cash. Le contraste est brutal. Comment expliquer rationnellement qu'un État assis sur 4,1 milliards de dollars de réserves n'ait pas assez de billets pour que sa population aille faire ses courses au marché de Madina ? C'est toute la différence entre la macroéconomie et la microéconomie. Entre les devises internationales et la masse monétaire locale. Exactement. C'est technique, mais fondamental. Les 4,1 milliards de la Banque centrale, ce sont des devises étrangères. Des dollars, des euros, ici des investissements de Simandou ou des exportations de bauxite. Ça sert à payer les importations et garantir la solvabilité de l'État. C'est ça. Mais on n'achète pas ces légumes avec des dollars numériques. L'économie locale tourne avec des billets physiques de francs guinéens. Et c'est là qu'intervient la politique monétaire. La Banque centrale contrôle strictement la quantité de francs guinéens physiques pour éviter l'inflation. Si elle imprime trop, la monnaie perd sa valeur et les prix flambent. Ah, je vois. Le fameux équilibre. Accélère, la demande en billets physiques explose et les banques n'arrivent plus à s'approvisionner assez vite. Et par ricochet, les petits agents de mobile monnaie dans les quartiers ne peuvent plus convertir la monnaie électronique en billets. Voilà. L'argent virtuel est sur le téléphone, mais le papier manque. C'est une crise de liquidité logistique, pas de solvabilité. Donc, le vrai défi pour l'État, ce n'est plus d'attirer l'investisseur étranger, mais de fluidifier tout ça pour que la richesse redescende dans le quotidien sans créer d'inflation. C'est exactement le nœud du problème. Et cette difficulté à faire atterrir les grandes politiques dans le quotidien, on la retrouve de façon hyper frappante sur un autre dossier, l'environnement. Le plastique. Oui, Simandou 2040 intègre un pilier santé et écologie. Mais pour moderniser, il faut bousculer les habitudes. Et là, le gouvernement frappe fort. Le MATD a annoncé à la télévision des sanctions imminentes contre l'utilisation des plastiques à usage unique. Il y avait déjà un décret en septembre 2024, non ? Oui, qui interdisait la fabrication et la commercialisation.
Mais force est de constater l'échec. 1 an et demi plus tard, les marchés débordent toujours de sachets plastiques. Le gouvernement passe donc à l'action punitive. C'est ça. Fermeture d'activités, saisie, avec l'implication des gouverneurs et des forces de sécurité. Mais soyons réalistes. Comment la vendeuse de condiments va emballer ses produits? C'est la grande question du secteur informel. Est-ce qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs? On sanctionne avant d'avoir inondé le marché d'alternatives abordables, comme le papier ou les sacs biodégradables. Montre une autre réalité. Le plastique est incroyablement bon marché. Et très pratique. Voilà. Tant qu'il est toléré, aucun importateur ou industriel local ne prendra le risque financier de produire des emballages biodégradables plus coûteux. Pourquoi investir si le marché préfère le plastique illégal et pas cher? Exactement. C'est la politique du choc pour forcer la création d'un marché. Beaucoup citent le Rwanda comme modèle de réussite anti-plastique. Mais le Rwanda était très répressif au début. Tolérance zéro dès le premier jour, avec les forces de l'ordre. Le gouvernement guinéen fait le pari que seule la peur immédiate de la sanction économique obligera les commerçants à exiger des alternatives. Mais la transition va être rude pour le portefeuille des petits commerçants. Très rude, oui. Ils vont devoir absorber le coût de ce changement soudain. Et pour appliquer une telle réforme de force sur des milliers de marchés, il faut une présence de l'État incontestable. Ce qui nous amène à notre dernier point, la sécurité. Un enjeu crucial pour protéger le programme Simandou. Surtout quand on s'apprête à injecter 200 milliards de dollars, il y a eu un vaste remaniement de la hiérarchie militaire via un décret le 10 mars. L'objectif est de resserrer la chaîne de commandement. On a vu des promotions clés. Le général Sena Camara comme inspecteur général des forces armées, secondé par le général Boubacar Bari. Sans oublier le général Nfamara Oularé comme secrétaire général de l'état-major et le général Hamidou Souma aux opérations. Mais ce qui est fascinant, au-delà du sommet de l'état-major, ce sont les nominations ciblées des colonels à la tête des bataillons d'infanterie. Oui, Aboké, Siguiri, Koundara et Bella. Si on regarde la carte, c'est limpide. C'est comme si on rénovait un grand domaine familial avec des métaux précieux et qu'on changeait immédiatement les serrures. On place des gardiens aguerris aux portes d'entrée. Boké pour la bauxite, Siguiri pour l'or, Koundara au nord et Bella tout près de Simandou. On verrouille le territoire. La cartographie militaire superpose la cartographie minière. Et ça répond aussi à une conjoncture régionale. Il y a eu des tensions récentes avec le Libéria et la Sierra Leone. Des zones frontalières parfois poreuses. Exactement. Un pays qui s'enrichit rapidement suscite des convoitises. Une frontière mal définie est une vulnérabilité mortelle pour les investisseurs. La réponse de Conakry est un exercice d'équilibriste. D'un côté, le déploiement militaire montre les muscles. Mais de l'autre, la diplomatie s'active. Le président a convoqué un sommet imminent de l'Union du fleuve Mano. Et la déclaration du ministre des Affaires étrangères, Maurice Anda Kouyaté, est très parlante. Une main de fer dans un gant de velours. Il a martelé que pas une seule parcelle du territoire ne sera cédée pour rassurer en interne, tout en disant qu'ils avaient évité le pire grâce au dialogue panafricain. Le gouvernement sait qu'une escalade militaire serait ruineuse. Le moindre coup de feu ferait grimper les primes d'assurance sur les chantiers de Simandou. La stabilité de la Mano River est donc la condition sine qua non. Il faut dissuader par la force de l'armée tout en pacifiant politiquement le voisinage. Ce qui nous donne une vue d'ensemble absolument captivante. D'un côté, une fondation politique qui se durcit avec des élections locales encadrées. De l'autre, une haute voltige macroéconomique avec des projets à 200 milliards. Et au milieu, la crise des liquidités, le défi écologique sur les marchés et la sécurisation des frontières. Exactement. Si on relie tout ça, une vérité profonde émerge, tu sais. L'histoire de l'Afrique est jalonnée de méga-projets qui promettaient de tout transformer. La question pour la Guinée aujourd'hui, ce n'est plus de savoir si elle peut générer de la richesse. Les réserves sont là. L'argent est promis. La vraie interrogation, c'est est-ce que la bureaucratie quotidienne, l'ingénierie sociale, est-ce qu'elles pourront s'adapter assez vite ? L'enjeu, c'est que le citoyen ordinaire ne reste pas un simple spectateur regardant passer les trains d'une richesse dont il ne verrait pas la couleur. Je suis convaincu que c'est là que tout va se jouer. C'est une grille de lecture indispensable et une réflexion parfaite pour clôturer notre immersion. Le chemin entre les accords internationaux et le quotidien des citoyens est pavé d'obstacles complexes. Il restera essentiel de scruter comment ces dynamiques vont s'équilibrer. Merci à tous ceux qui nous écoutent et à très bientôt pour un nouveau tour d'horizon en profondeur dans Essentiel Express.